Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Il y a des gens qui se soumettent à la routine métro-boulot-dodo toute leur vie et qui sont très heureux ainsi. D'autres, en revanche, ne tiennent pas en place. Il faut qu'ils inventent, innovent, bâtissent et bousculent sans relâche l'ordre établi. On les appelle les entrepreneurs. Ils fascinent le grand public et sont parfois objets de culte pour de jeunes entrepreneurs en quête d'inspiration ou des étudiants en école de commerce. Quand on pense à ces entrepreneurs de légende auxquels Sylvain Bersinger consacre une série de livres, les noms qui viennent sont souvent masculins. Pourtant, il existe un grand nombre d'entrepreneuses et c'est à 18 d'entre elles, 18 femmes au destin extraordinaire, qu'il consacre son dernier opus en évoquant les obstacles qu'elles ont dû surmonter, leur génie propre, mais aussi leur zone d'ombre. Chromosome B. Samedi et vendredi et lundi et dimanche. Ogni bel mondo, tenere vado, modo dans les cadeaux, la la la. Zone rivine, oui, disons d'ici également. Henri Monzier, Major Mulier, Luzier, Désier, la la la. J'aime tous les gens que je parle, vous connaissez, parce que oui, elle me voit quand je dors. Je chante petit chant sans peur, tu sais, dans sa présente forêt très mort. Pacino et Tricia Espero, Jackson, Sengi, Simon, Signore, Zizi, Jean-Mère, Mary, Eisenhower, Sula, Andres, Conan, et Greg, Faou, aimez à nous. Bienvenue à mes cauchemars. Bienvenue à mes cauchemars. Bienvenue. Sylvain Bersinger, vous êtes économiste, titulaire d'un master de finance et d'un master d'économie. Vous avez travaillé dans l'enseignement et êtes auteur de plusieurs livres de vulgarisation sur l'économie. Vous intervenez régulièrement dans les médias et vous êtes membre du groupe de réflexion BSI Economics, dont vous avez coordonné l'ouvrage « Je comprends enfin l'économie ». Vous êtes aussi consultant économiste auprès du cabinet Asterès et vous publiez cette année Les Entrepreneuses de légende qui fait suite à une série d'ouvrages consacrés aux grands entrepreneurs et qui vous a valu pour l'un d'eux le prix Turgot du Jeune Talent 2021. Sylvain Bersinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes très productif, c'est dans votre bio, vous avez à peine 30 ans. Est-ce que cette capacité à produire beaucoup est justement une des caractéristiques des grands entrepreneurs ? Oui, alors à peine 30 ans, ça c'était dans la bio des précédents livres. Maintenant, j'en ai 34. Vous avez commencé en 2018, ouais. Oui, voilà, la série Entrepreneurs de légende a commencé déjà il y a quelques années. Là, on va être au 7e tome. Oui, bah, en fait, écrire, j'aime bien ça. Donc après, c'est pas une contrainte. Quand on aime ce qu'on fait, je dirais, on le fait rapidement. Alors, est-ce que c'est caractéristique des grands entrepreneurs ? Oui, sûrement un petit peu. En tout cas, tous les entrepreneurs dont j'ai parlé dans mes livres, et il y en a plusieurs dizaines maintenant. En fait, dans tous les livres, on s'approche à peu près d'une centaine d'entrepreneurs. C'est vrai que c'est des gens qui sont très actifs. On se demande toujours comment ils ont trouvé le temps de faire tout ce qu'ils ont fait. Et je pense que c'est des gens qui sont à la fois passionnés et à la fois très bien organisés pour arriver à faire beaucoup de choses dans des journées qui font 24 heures pour tout le monde. Je voudrais d'abord revenir à votre parcours à vous, au moment où vous avez commencé à vous intéresser à l'économie et vous avez décidé d'explorer cette voie-là et vous y avez trouvé votre vocation. Oui, bah en fait... Comment c'est venu ? C'est venu, je dirais, progressivement dans le parcours scolaire. Quand j'ai fait ce qu'on appelait les SES au lycée, les sciences économiques et sociales, ça m'a tout de suite plu, sans que je sache trop pourquoi. L'histoire géo m'a toujours plu aussi. Je dirais que les sciences sociales m'ont toujours plu. C'était pas, quoi, je viens plutôt d'une famille de scientifiques, donc c'est pas du tout quelque chose qui m'a été inculqué. C'est une appétence qui s'explique pas trop et donc voilà, j'ai fait donc le bac qui s'appelait à l'époque ES. Maintenant ça a changé de nom, ils ont tout chamboulé les programmes. Donc je me suis inscrit après en fac d'éco-gestion assez naturellement et c'est vrai que l'économie, j'ai toujours aimé ça parce que ça oblige à toucher à tout. L'économiste, il doit être un petit peu, il doit regarder le monde entier, il doit être un petit peu historien, il doit se préoccuper un peu de l'évolution politique, des évolutions technologiques.
Donc c'est ça que je trouve intéressant dans l'économie, c'est ça implique d'analyser les changements du monde et de les analyser avec, je dirais, plusieurs palettes. Donc un petit peu des palettes, des outils quantitatifs, il y a forcément beaucoup de chiffres, un petit peu de maths, c'est un très vaste débat, la place des maths en économie, mais il faut aussi s'intéresser aux sciences sociales. Donc voilà, je pense que l'économiste doit être curieux par définition, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Sylvain Bersinger, à quoi sert l'économiste ? À quoi et à qui il sert ? Alors, très vaste question, parce qu'en fait, il faudrait déjà se demander qu'est-ce qu'un économiste ? Il n'y a pas de définition standard. Autant un médecin ou un avocat, on peut définir, parce qu'il y a une définition, il y a un ordre qui dit un tel a réussi le concours ou pas, il est médecin ou avocat, ou voilà, il y a des professions très, très cadrées. L'économiste, il n'y a pas de définition précise d'un économiste. Donc, il y a un débat même à l'intérieur de la profession pour dire qu'est-ce qu'un économiste. Alors, à quoi il sert ? Je dirais qu'il est un conseiller. L'économiste, il prend pas de décision lui-même, il ne gère pas directement les entreprises ou la politique économique, mais il a un rôle de décortiquer ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, et à partir de ça, de conseiller. Alors, ça peut être plein de gens, ça peut être le grand public ça peut être vous et moi, hein, les citoyens, dans leur choix de consommation, d'épargne, de vote, de se syndiquer, dans la vie publique. Ça peut être les chefs d'entreprise, des entrepreneurs, voilà, qui veulent se demander est-ce que c'est intéressant d'aller sur le marché chinois actuellement, étant donné les évolutions conjoncturelles, ce genre de choses. Et bien sûr, les responsables politiques. Donc, les économistes conseillent le ministre des Finances, les présidents, les directeurs de banque centrale. Donc voilà, l'économiste, j'ai envie de dire, ne fait rien directement, mais il essaie de comprendre ce qui se passe, et à partir de ça, d'en tirer des enseignements et de conseiller, d'influencer, d'essayer de trouver les bonnes solutions pour améliorer la situation économique. Sylvain Bersinger, est-ce qu'il y a des analyses neutres ? Est-ce que l'économiste peut être dans des rôles neutres, notamment quand il parle aux politiques ? Est-ce qu'il y a, on parlait de sciences exactes, est-ce qu'il y a une manière neutre, exacte de considérer l'économie ? Je crois qu'il faut essayer d'être neutre. C'est-à-dire que quand on est prof d'économie, quand on conseille qui que ce soit, il faut essayer de laisser de côté son idéologie, ses intérêts financiers. On en a tous, hein, on est tous payés par quelqu'un, donc on a tous une carrière, on a tous un ego, on a tous une idéologie, on a tous tout ça. Mais je pense qu'il faut essayer au maximum il faut en être conscient déjà, et il faut essayer de le laisser de côté pour essayer de donner l'analyse et le diagnostic le plus objectif possible. Alors bien sûr, on n'y arrive jamais tout à fait, il faut en être conscient, mais voilà, je pense que il faut essayer de faire un effort sur soi-même pour essayer de se dire, bah ok, moi je peux penser ça parce que je sais que j'ai un peu un biais idéologique, parce que je sais que j'ai tel client qui peut essayer de me tirer vers ou tel collègue, et essayer de m'influencer de manière plus ou moins directe, mais je vais essayer d'enlever tout ça pour essayer d'être le plus objectif possible. Donc il faut essayer d'aller vers cette recherche de l'objectivité, tout en sachant que l'objectivité parfaite est impossible. L'économiste est un être humain qui est forcément influencé par tout un tas de biais dans sa tête, par son environnement, par sa carrière, par plein de choses. Chromosome B. Sylvain Bersinger, comment vous est venue l'idée et l'envie d'écrire sur les entrepreneurs à succès ? En fait, ça s'est fait de manière assez spontanée. C'est-à-dire que j'avais, dans mon parcours d'enseignement, j'avais fait un peu des cours de gestion, comptabilité, en fait, des cours d'introduction à ces disciplines, et j'en avais fait un petit bouquin. J'avais trouvé un petit éditeur sur Paris, le livre n'a pas trop marché, et j'avais contacté plusieurs éditeurs, et il y a notamment Henrik Barbillon, donc de la maison d'édition Henrik B, qui me rappelle un peu plus tard, et il me dit « Ah, j'aime bien ton livre, j'aime bien ton style, etc. » Et je lui dis « C'est dommage, il y a une semaine ou 15 jours, je viens de signer le contrat chez un autre éditeur. » Et je lui dis « Mais bon, moi j'ai potentiellement d'autres idées, j'aime bien écrire, donc on pourrait se rencontrer. » Et donc on a discuté, on était tous les deux sur Paris, on a discuté de qu'est-ce qu'on pourrait faire, et je sais plus tellement si c'est lui ou moi qui a eu l'idée, mais enfin de la discussion est née l'idée de faire en fait des livres sur les entrepreneurs. Donc le premier, Entrepreneur de légende, c'était un recueil de petites biographies, d'une dizaine de biographies d'entrepreneurs très, très célèbres,
Et je sais plus vraiment exactement comment est venue l'idée, en fait. Si c'est plutôt Henrik ou moi qui ai eu l'idée, ou si c'est un peu nous deux en échangeant. Mais voilà, c'est venu, en fait, de manière assez inattendue, assez spontanée. Vous l'avez dit au début, vous commencez à avoir un bon nombre d'entrepreneurs dont vous avez raconté et analysé la carrière. Est-ce qu'il y a des combinaisons de caractéristiques qui font qu'on peut avoir plus de succès dans l'entrepreneuriat ? Je pense pas. En fait, c'est une bonne question que je me suis posée, puisque, évidemment, il y a bientôt une centaine d'entrepreneurs dont j'ai décortiqué le parcours, et j'ai essayé de me demander, est-ce qu'il y a une caractéristique commune, un fil rouge, quelque chose qu'on retrouve chez tous ? Et j'ai envie de dire pas vraiment, parce qu'en fait, il y a des parcours très différents. Il y en a qui vont être, par exemple, des génies scientifiques, il y en a qui vont être totalement nuls à l'école, qui sont incapables de faire une addition, ou qui sont, pour certains, à moitié illettrés. Il y a vraiment tous les parcours et toutes les personnalités. Donc c'est très dur de dire, pour être un entrepreneur à succès, il faut être bon en maths, extraverti, avoir tel âge, telle caractéristique. Je pense que peut-être le seul point commun, c'est des gens qui ont eu une idée qui peut être originale et qui ont eu, je dirais, le courage d'aller jusqu'au bout de cette idée. Parce qu'il y en a beaucoup, au début, peu de gens croyaient à leur succès, peu de gens croyaient à leur idée. Et donc peut-être la seule caractéristique qui se dégage, c'est de pas hésiter à être un petit peu original et de pas hésiter à suivre son idée un peu contre tout le monde, quoi. Steve Jobs avait cette phrase qui, je pense, est très vraie, hein, il faut suivre son instinct, ne pas se laisser influencer par le brouhaha extérieur. Et je pense que c'est peut-être la principale caractéristique qu'on peut trouver de tous ces entrepreneurs. Dans un livre que vous avez publié en 2019, ce sont les entrepreneurs atypiques. Vous parlez d'entrepreneurs qui n'étaient pas forcément d'une grande honnêteté ou d'une grande moralité. Est-ce que c'est quelque chose à voir, la panoplie morale, la panoplie des valeurs dans la réussite d'un entrepreneur ? Je pense que les entrepreneurs sont des gens, en fait, comme tout le monde. Il y a des types formidables, il y a des salauds, il y a des gens qui peuvent être parfois plutôt bons et parfois mauvais. Je pense qu'à ce niveau-là, les entrepreneurs ne se distinguent pas forcément du commun des mortels. Il y en a bien sûr qui sont très agressifs, qui fraudent le fisc, qui ont eu des prises de position politiques très contestables. On peut penser à Louis Renault pendant la guerre, un collaborateur notoire. Mais en fait, si on prenait une moyenne de la population, je pense qu'on trouverait à peu près le même échantillon de gens plutôt altruistes, de gens plutôt méchants ou qui vont chercher à écraser leurs collaborateurs. Mais je pense pas que l'entrepreneur à succès doit forcément être un requin, si vous voulez, qui doit forcément chercher à tout prix l'enrichissement. D'ailleurs, la plupart des entrepreneurs ne cherchent pas avant tout l'enrichissement. Ils cherchent à développer une idée, un peu comme un artiste. L'enrichissement, je dirais, est presque une conséquence indirecte du projet qu'ils veulent développer. Donc voilà, je dirais que les entrepreneurs, d'un point de vue de la moralité, sont, à mon avis, j'ai pas d'études chiffrées et rigoureuses, je vous donne mon ressenti. Je pense qu'ils sont en fait assez semblables à l'ensemble des êtres humains. Quelle est la place de l'entrepreneur et surtout des très grands entrepreneurs dans la marche économique et dans le regard de l'économiste ? Quelle est son importance ? La plupart des économistes et des théories économiques s'intéressent peu aux individus. Ils s'intéressent, on va dire, aux groupes d'agents économiques. Donc les ménages, donc l'ensemble des individus, les entreprises, l'État. Donc les macroéconomistes s'intéressent peu, on va dire, aux individualités des entrepreneurs, sauf bien sûr un économiste qui est Joseph Schumpeter, hein, qui a parlé de l'importance des entrepreneurs qui apportent des nouvelles idées. Je dirais qu'en économie, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les gains de productivité, c'est-à-dire le fait que des gens, qui peuvent être soit des individus, soit des personnes morales, des entreprises, amènent un nouveau produit, un nouveau procédé, une nouvelle façon de faire, qui va permettre de faire des choses mieux avec moins, en fait. Hein. Donc, par exemple, Henry Ford, hein, il s'est mis à assembler des voitures différemment, donc plus faire des voitures une à une, mais les faire en série, ce qui a été beaucoup plus productif. Donc, je dirais que le macroéconomiste, la plupart du temps, s'intéresse assez peu aux entrepreneurs, c'est-à-dire les individus en tant que tels,
mais il s'intéresse beaucoup à, on va dire, à la somme de l'action de tous les entrepreneurs, puisque c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs, ou voire même d'entrepreneurs au sens large, c'est-à-dire, mettons, le cadre d'une entreprise qui a une nouvelle idée et qui la met en place, qui ne monte pas forcément sa nouvelle entreprise, mais qui apporte une nouvelle idée dans une entreprise existante. Je dirais que l'action de tous ces actes entrepreneuriaux, qui sont en fait la mise en place d'une nouvelle idée, qui peut être une nouvelle technologie, un nouveau produit, un nouveau mode d'organisation, c'est ça qui fait qu'une économie croît, qu'elle devient plus productive, qu'elle a de meilleurs produits, des produits innovants. Donc en fait, la somme de l'action des entrepreneurs est absolument essentielle dans la marche d'une économie. Quels sont les meilleurs amis des entrepreneurs, ou en tout cas des entrepreneurs qui ont des velléités d'entreprendre? Est-ce que ce sont les investisseurs? Est-ce que ce sont les banques? Est-ce que ce sont les conseillers économiques? Qui c'est le meilleur ami d'un entrepreneur? Je ne sais pas s'il y a un meilleur ami, parce que tout ce qu'on appelle les parties prenantes sont importantes. Vous avez parlé des financeurs qui sont bien sûr très importants, les clients, les collaborateurs, l'État aussi, qui a un rôle important à jouer. Je dirais peut-être que les meilleurs amis, c'est d'avoir de bons collaborateurs. Je dirais c'est les salariés peut-être. Si je devais en choisir un, c'est peut-être un peu arbitraire de ma part, mais je dirais que c'est d'être bien entouré, ça peut être des associés, un entrepreneur peut avoir un associé qui a une part minoritaire au capital, ou des collaborateurs, avoir quelques cadres, quelques bras droits avec qui on s'entend bien, qui partagent la même idée, qui font grandir l'entreprise. Parce que c'est vrai que souvent on dit l'entrepreneur, voilà, on garde un nom, mais c'est bien souvent un travail d'équipe. Il n'est pas seul dans son entreprise. Et donc, voilà, si je devais en choisir un, je dirais les salariés. Je crois que c'était le 3e livre que vous publiez, c'était en 2020, c'était sur les entrepreneurs, les grands entrepreneurs français. Est-ce qu'il y a une excellence de l'entrepreneuriat français? Alors, une excellence, peut-être pas, mais en tout cas, le discours qu'on peut entendre sur le fait que la France est un pays trop administratif, trop rigide, où on n'aime pas la réussite, etc., je pense qu'il n'est pas exact. Donc j'ai fait effectivement un premier livre sur les entrepreneurs français, là on va en faire un deuxième qui sortira je pense l'an prochain. En fait, si on compare la France aux pays comparables, aux autres pays d'Europe de l'Ouest ou à l'Amérique du Nord, je pense que grosso modo, la France a vu autant d'entrepreneurs à succès que pour en avoir en Allemagne, en Italie, en Angleterre ou même aux États-Unis, si on rapporte à la population, puisque les États-Unis c'est 5 fois plus nombreux, donc il faut bien sûr rapporter le nombre d'entrepreneurs qui émergent à la population. Donc je ne sais pas s'il y a une excellence française dans l'entrepreneuriat, mais en tout cas, il n'y a pas de lacune française dans l'entrepreneuriat. Voilà, je pense que la France est assez comparable aux autres pays capitalistes. Chromosome B. J'ai été intéressé, Sylvain Bersinger, par celui que vous avez aussi publié sur les entrepreneurs du cinéma, parce que là, on est confronté à l'art, à la création et à l'entrepreneuriat, aux affaires. Parmi eux, il y a des hommes d'affaires, des typiques hommes d'affaires, ce sont des directeurs de studio, mais et c'est là que ça devient très très intéressant le livre, c'est qu'on y croise des gens très très célèbres qui ont eu un énorme succès artistique aussi. Est-ce que la fibre artistique et le business font bon ménage? Je sais qu'on a beaucoup d'exemples aux États-Unis, en tout cas. Je ne sais pas si on en a beaucoup en France, mais... Oui, alors je pense qu'en fait, déjà, l'entrepreneur, dans sa démarche, c'est un petit peu un artiste, au sens où il a une idée qu'il essaie de faire émerger et de faire naître et de faire grandir. Que cette idée soit un produit qu'on veut lancer, une idée artistique, un livre, une toile. Je pense qu'en fait, d'une certaine façon, il y a une forme de similarité dans la démarche de l'entrepreneur et de l'artiste. Et c'est vrai que vous l'avez dit, il y a un certain nombre de grands entrepreneurs du cinéma qui sont avant tout des artistes du cinéma. On peut penser à Charlie Chaplin qui a co-créé avec d'autres acteurs plus méconnus aujourd'hui, qui a créé United Artists. On peut penser à Spielberg avec Amblin, les studios Amblin, à Luc Besson avec EuropaCorp. C'était avant tout des artistes qui sont devenus entrepreneurs parce que, j'ai envie de dire, ils en avaient un peu besoin. Ils voulaient plus de liberté, les studios avec qui ils travaillaient ne leur permettaient pas, à leurs yeux, à leur goût, d'avoir la liberté, la marge de manœuvre dans les choix qu'ils voulaient, et donc ils sont devenus entrepreneurs. Mais
c'est pas très surprenant, puisque un grand artiste, je pense, c'est quelqu'un qui a des idées et qui a envie de les faire émerger. Et donc, après, qu'on veuille aussi faire émerger sa propre entreprise pour justement pouvoir coller au plus près du projet qu'on a et pas être dépendant d'un patron de studio, d'un investisseur ou autre. Je pense que c'est une démarche qui est en fait assez, je sais pas si je peux dire naturelle, mais qui n'est pas surprenante en fait. Alors Sylvain Bersinger, dans le tout premier tome déjà, c'était Philippe Bloch qui faisait votre préface et il regrettait déjà que vous n'ayez pas inclus des femmes. Il a donc fallu 4 ans pour que vous leur consacriez un livre, parce que c'était plus difficile, c'est plus rare. Alors il y avait déjà quelques femmes dans les précédents livres, mais c'est vrai qu'il y en a peu, pour une très bonne raison, c'est qu'en fait, si vous regardez les plus grandes entreprises aujourd'hui, on va dire depuis que le capitalisme est né, le capitalisme moderne, depuis environ 2 siècles, dans les grandes entreprises, dans les grandes réussites entrepreneuriales, il faut admettre qu'en fait, il y a très peu de femmes. C'est un milieu qui reste globalement très masculin. Et c'est pas vrai, c'est pas propre que à l'entrepreneuriat. Si vous prenez la politique, la science, etc., il y a globalement beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et bon, je vous apprends rien en disant que jusqu'à très récemment, la plupart des femmes étaient à la maison, au foyer, s'occupaient des enfants, etc. Donc c'est pas... Alors on peut bien sûr le regretter, mais c'est pas forcément très, très surprenant. Et voilà, c'est vrai que spontanément, quand on pense aux grandes entreprises et aux grands entrepreneurs de ces 150 dernières années, il y a assez peu de femmes qui émergent. Et c'est vrai que la remarque que vous faites, c'est une remarque que m'ont fait beaucoup de gens, c'est de dire mais il n'y a pas assez de femmes dans tes livres. Et à chaque fois, je répondais un petit peu ce que je vous réponds là, en disant oui, enfin j'y suis un petit peu pour rien, quoi. C'est aussi qu'il y a très peu d'exemples. Alors il y en a quand même quelques-uns, il faut bien le dire. D'où l'idée de ce livre, de se dire voilà, on va quand même trouver des grandes femmes entrepreneuses parce qu'il y en a eu. On peut penser à Jeanne Lanvin, un parcours absolument extraordinaire en France, ou Chanel. Bon, il y en a beaucoup d'autres que vous pourrez découvrir dans ce livre. Et donc voilà, on s'est dit on va mettre l'accent sur les entrepreneuses parce qu'il y en a quand même suffisamment pour en faire un livre entier. Donc, d'où l'idée de ce livre, Entrepreneuse de légende, qui sort à l'automne. Là encore, est-ce qu'il y a des qualités? Alors, vous en parlez longuement dans la conclusion du livre. Je vous pose quand même la question, est-ce qu'il y a des qualités spécifiques aux femmes dans la manière d'entreprendre? Alors, il y a beaucoup d'études sur l'entrepreneuriat féminin qui pointent des qualités spécifiques. Des qualités, je ne sais pas si c'est le terme, mais des spécificités, disons. Par exemple, les femmes... créer une entreprise avec souvent moins de capitaux, moins d'ambition de la faire grandir. On aurait, selon certaines études, un style de management différent. De cette expérience d'écrire ce livre, alors qui ne prétend pas à être exhaustif, j'ai pas forcément étudié toutes les femmes entrepreneuses, mais mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas énormément de différence, en fait. Quand on regarde les comportements des grandes entrepreneuses, il y en a quand même un certain nombre qui, comme les hommes, peuvent être très agressives en affaires, très dures avec leurs salariés, pas toujours très sympathiques. Enfin, l'idée d'une femme entrepreneuse qui serait mécaniquement, parce qu'elle est femme, plus maternelle, plus altruiste, plus tournée vers les autres... Voilà, à la rédaction de ce livre, je trouve que c'est pas forcément flagrant. Alors pas moins que les hommes, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas forcément de différence notable qui m'ont sauté aux yeux entre la manière d'entreprendre des hommes et des femmes. Est-ce qu'elles réussissent par exemple plus facilement dans des secteurs féminins? Alors c'est vrai que dans les entrepreneuses par secteur, c'est l'entrepreneuse dans ce livre, en tout cas celles que j'ai trouvées, celles qui ont bâti vraiment des entreprises de grande taille qui sont encore présentes aujourd'hui, sont souvent surreprésentées dans la mode et les cosmétiques. Donc qui sont des secteurs qu'on associe plus aux femmes, et c'est vrai qu'on en a moins, voire peu, dans l'industrie lourde. J'ai pas d'exemple d'entrepreneuses dans le charbon, l'acier, le pétrole ou l'automobile, si vous voulez. Donc c'est vrai que là, vous mettez le doigt peut-être sur une spécificité qui est plus que dans la façon d'entreprendre, qui est peut-être dans le secteur dans lequel elles entreprennent. Et c'est vrai que dans le livre, on a une quinzaine d'entrepreneuses, et je dirais qu'il y en a, à vue de nez, j'ai plus fait le décompte exact, mais il y en a peut-être une dizaine dans les cosmétiques et la mode. Donc voilà, il y a
une spécificité sectorielle chez les femmes, en effet, qui semble apparaître. On y croise Sonia Rykiel, Agnès B, on y croise aussi Oprah Winfrey, la reine de la télé aux États-Unis. Ce sont les entrepreneuses de légende aux éditions Hendrik B. J'ai envie de vous demander maintenant, Sylvain Bersinger, si vous avez, parmi tous ces entrepreneurs dont vous avez un peu étudié le parcours, s'il y en a un qui ressort un peu et qui vous a particulièrement frappé. Alors, j'aurais du mal à en choisir un. C'est vrai qu'il y en a peut-être quelques-uns qui m'ont le plus intéressé. Je vais vous en donner deux. Vous m'en demandez un, mais je vais vous en donner deux. Je vais vous dire pourquoi. Il y en a un que je trouve absolument formidable, c'est Edison, Thomas Edison, parce que c'est un génie scientifique absolu, mais qui a traduit son génie scientifique en une entreprise, en un produit. Par exemple, Einstein était un génie scientifique, mais c'est resté que, entre guillemets, un génie scientifique. D'autres ont appliqué ces inventions scientifiques pour en faire des produits concrets. Edison, lui, il a inventé notamment l'ampoule électrique, il a inventé le phonographe et plein d'autres choses. Bon, même si on l'accuse d'avoir volé parfois certaines inventions, mais en tout cas, on ne peut pas nier son génie scientifique. Et non seulement il a fait ses inventions, mais il les a traduits en un produit qu'il a vendu. Je veux dire, l'ampoule électrique, il l'a inventé, il en a fait un produit qu'il a vendu, et après, il a inventé les premiers réseaux modernes d'éclairage urbain à New York. Donc voilà, j'adore Edison parce que c'est vraiment un génie absolu, à la fois de la science et des affaires. Et il y en a d'autres que je trouve tout autant géniaux, parce qu'en fait, on pourrait pas se dire, ils n'ont rien inventé et tout le monde aurait pu y penser. Prenez Ingvar Kamprad et Ikea, sa grande invention, c'est de dire, je vais pas livrer les meubles assemblés, mais je vais les livrer démontés en kit. On a envie de se dire, mais j'aurais pu avoir l'idée. Vous auriez pu avoir l'idée. Tout le monde aurait pu avoir l'idée, quoi. Il n'y a pas du tout besoin d'être un génie scientifique. Mais justement, c'est un peu l'histoire de l'œuf de Colomb. Cette idée, personne l'a eue à part lui. Et je trouve ça, en fait, tout autant génial que Edison. Parce que c'est la simplicité même, et cette simplicité même bouleverse l'industrie du meuble. Et donc je trouve ça assez fascinant de se dire que avec une idée d'une banalité désarmante, on peut bâtir un empire et révolutionner une industrie. Donc voilà, je choisirais ces deux-là parce qu'en fait c'est presque deux opposés en fait. On va conclure cet entretien, Sylvain Bersinger. Je voudrais vous demander, là je m'adresse à l'analyste, au raconteur et à l'économiste, quels sont selon vous les entrepreneurs de demain et les secteurs croissants de demain ? Qu'est-ce qui nous attend au niveau de l'entreprise ? Alors, c'est une très bonne question et je pense que ma réponse, si on la réécoute dans 20 ans, sera fausse parce que quand on fait des prévisions comme ça, on se trompe toujours un petit peu. Je pense que les grands enjeux aujourd'hui sont autour de l'énergie, on le voit avec le prix du gaz. Je pense que si un entrepreneur arrive à révolutionner les batteries, bon il y a déjà Elon Musk dans la voiture électrique, mais à trouver des batteries encore meilleures, à trouver des éoliennes beaucoup plus performantes, en fait des systèmes de stockage d'énergie, je pense que là il y a un enjeu très, très important et c'est peut-être un des grands domaines. Après ce que nous enseigne l'histoire de ces entrepreneurs, c'est que justement les prévisions, on se trompe, parce que les grands entrepreneurs, il y en a beaucoup, on se disait mais ton truc ça va jamais marcher, et en fait si, ça a marché, et si, ils ont révolutionné, ils ont révolutionné la technologie. Donc j'ai envie de dire par définition, les grands entrepreneurs, les grands secteurs de l'entrepreneuriat, on ne les connaît pas. L'exemple typique, c'est Bill Clinton, qui est président en 92, qui réunit un panel de grands scientifiques en leur demandant quelles seront les grandes technologies des années à venir et de mon mandat, et aucun ne cite Internet, parce qu'Internet est juste à ce moment-là en train d'être inventé, et ce sera la grande technologie des 10 années à venir. Donc voilà, je dis l'énergie parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais c'est un peu la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que justement, il va y avoir, on sait pas qui, on sait pas où, on sait pas dans quelle technologie, dans quel secteur, mais il va y avoir des gens qui vont changer le monde. Mais c'est la beauté de la chose, et c'est pour ça que ces gens-là sont géniaux, c'est parce qu'ils arrivent à nous surprendre et à être là où on les attendait pas. Alors, selon vous, quels sont les enseignements de cette série de portraits, de tous ces livres que vous avez écrits pour les étudiants, notamment dans les écoles de commerce, et pour les jeunes entrepreneurs ? Quelles sont les premières questions à se poser quand on a envie d'entreprendre ? Je pense vraiment que l'entrepreneur, il faut pas se dire je vais entreprendre parce que je vais faire fortune et je serai célèbre et j'aurai ma photo dans les magazines financiers, etc. Je pense qu'il faut entreprendre si on a envie d'entreprendre et si on a
une idée qui bourgeonne en nous. Tous les grands entrepreneurs, je pense qu'ils l'ont fait avant tout parce qu'ils avaient envie de le faire, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit Eureka, ça c'est une super idée, aucune entreprise n'y croit et ne veut la faire, moi je vais la faire. Donc il faut le faire si on le sent, si on a ça en soi, si à un moment donné on a le déclic, on a l'envie, mais je pense qu'il ne faut pas être entrepreneur juste pour se dire j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de diriger plein de gens. Il faut que ça vienne avant tout de soi-même et d'une envie, et un peu comme, je répète, un peu comme un artiste, un auteur ou un peintre. C'est parce qu'il a envie de faire quelque chose qui est en lui et qu'il le fait. Et voilà, je pense que c'est avant tout un questionnement sur soi-même. Les entrepreneuses de légende, qui est dans la longue série des entrepreneurs de légende que vous avez commencé en 2018, Sylvain Bersinger. Il y en aura d'autres après, mais c'est celui-là qui sort en ce moment aux éditions Henrik B. J'ajoute qu'on retrouve les parcours des entrepreneurs dans une série de podcasts publiés par le magazine Courrier Cadre. J'aimerais me séparer de vous en vous demandant une citation, un proverbe, une maxime qui pourrait caractériser votre relation au monde, votre philosophie de vie. Alors, ma philosophie de vie, je sais pas si ça la représente, mais j'espère. Il y a une citation d'un entrepreneur très célèbre que j'aime beaucoup, c'est Steve Jobs, qui a ce mot qui dit « Soyez insatiable, soyez fou ». Stay hungry, stay foolish en anglais. Je pense que ça caractérise l'entrepreneur, et je pense que c'est un peu une belle leçon de vie, c'est-à-dire insatiable au sens positif du terme, au sens où on a toujours envie d'apprendre, de faire des choses, de se lever le matin avec des idées, et fou au sens si tout le monde me dit que mon truc est nul et que ça marche pas mais que moi j'y crois, je le fais quand même, avoir le courage de croire à ses idées, et voilà, je pense que ça caractérise bien l'entrepreneur, et c'est une belle leçon de vie, je pense. Sylvain Bersinger, merci. Merci à vous. Chromosome B. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com.